Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, ravi de vous retrouver. Voici les titres de cette nouvelle émission. On va commencer d'abord par regarder un nouvel épisode de la série La Famille tout écran qui vous est proposé, vous le savez, par notre partenaire Le Clémy, avec un focus aujourd'hui sur le danger des selfies. Mais oui, ça existe. Et puis, juste après, on va regarder aussi l'idée derrière la tech d'Alexandre Azria. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippine. Ravi de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? On parlera du milliardaire japonais Masayoshi Son qui s'apprête à investir 100 milliards de dollars aux États-Unis. Bon, on va voir ça dans un instant. Et puis, c'est notre question du jour. Pour beaucoup, vous le savez, les vacances de Noël ont été synonymes de révision. Nombreux, d'ailleurs, sont les élèves qui sont en ce moment même au cœur des semaines intenses de révision pour leurs examens. Alors, comment rendre justement ces révisions un peu plus efficaces, un peu plus sympas, personnalisées et même plus sereines? Pour répondre à ces questions, on reçoit aujourd'hui un acteur justement de l'innovation éducative. Il s'appelle Mathias de Bièvre. Bonjour Mathias. Bonjour. Soyez bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Vision et vous êtes aussi et surtout membre du consortium OpenEd IAG, IAG pour intelligence artificielle générative. On en parle dans un instant, juste après le focus. Quand prendre un selfie devient risqué, notre partenaire Le Clémy vous propose aujourd'hui d'aborder ce sujet en famille, avec vos enfants notamment, et c'est justement au programme de ce nouvel épisode de La Famille tout écran. Non, chérie, te mets pas aussi près. Non, mais c'est pour faire un selfie pour les collègues du travail. C'est pas risqué, t'inquiète pas. Non. Oups. Allô, oui, c'est pour déclarer un problème. Mon mari a fait tomber son portable, il est cassé. Comment ça marche avec l'assurance? Dis-leur que je peux leur envoyer notre contrat par mail s'ils veulent. Les circonstances? Et bah, il l'avait dans la main, il a glissé et il est cassé. Tu me reviens? Oui. Oui, c'est aussi mon mari qui l'avait laissé tomber dans les marais en Floride l'année dernière. Et c'était pour faire un selfie avec les crocodiles. Pauvre téléphone, je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Et c'est également mon mari qui l'avait égaré en haut de l'Empire State Building. Il y a eu un coup de vent, et c'était pour faire un selfie avec New York en arrière-plan. Oui. Ok, d'accord, merci, au revoir. Alors il a dit quoi? Qu'il fallait que t'arrêtes d'essayer d'impressionner tout le monde avec tes photos. Saviez-vous que les gens qui meurent en faisant des selfies sont 5 fois plus nombreux que ceux qui décèdent suite à une attaque de requin? L'envie d'un selfie ne doit pas vous faire oublier le bon sens et les règles de sécurité élémentaires. Y a quelqu'un? S'il vous plaît? Au secours! Allez, on vous parle maintenant d'un projet ambitieux qui rassemble les acteurs publics, privés et associatifs pour proposer aux enseignants des outils d'intelligence artificielle générative permettant de répondre notamment au mieux aux besoins des élèves et qui va peut-être, qui sait, révolutionner les révisions. On démarre tout de suite dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui à nos côtés pour en parler, Mathias de Bièvre. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Vision et donc membre du consortium OpenEd IAG. Alors on va commencer par la base. Qu'est-ce que c'est que ce consortium? On a compris, c'est autour de l'intelligence artificielle générative dans l'éducation. Mais pourquoi cette nouvelle initiative? Quelle est l'idée? C'est comment on peut utiliser l'intelligence artificielle, notamment pour aider aux révisions. Donc elle peut être utilisée dans plein d'aspects de l'éducation, de l'orientation, l'intelligence artificielle, pour mieux personnaliser les choses. Et aujourd'hui, on a par exemple un professeur pour 30, 50, 100, 200 élèves, et chaque élève va avoir le même exercice, le même cours, parce qu'on ne peut pas faire mieux logistiquement. Oui. Mais grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir beaucoup plus personnaliser cela pour que chaque élève, on lui présente le cours de la meilleure façon pour lui, peut-être en fonction de ses intérêts, peut-être en fonction de son niveau, et puis on lui présente des exercices qui répondent à ses besoins, dans le sens où si je suis très bon, je sais pas, en fractions, eh bien j'ai peut-être pas besoin exactement de réviser ça en maths, mais je suis nul dans les probas. Bon, ça va pas, fraction et proba, mais donc du coup, je suis nul dans les suites. Eh bien, je vais avoir plus d'exercices dans les suites ou dans cette sous-partie-là. Et un prof pourrait faire ça. Si on avait un prof par élève, il saurait quelle est la force et les faiblesses de chacun. Mais logistiquement, un prof, s'il a 30, 50, 100 élèves, il peut pas faire ça tout seul. Donc, vous êtes parti de ce constat-là pour
vous dire, on va rassembler des acteurs publics, privés, associatifs, on va les mettre tous autour d'une table et on va réfléchir à une solution, c'est ça? C'est ça, exactement. Parce que il y a besoin de cette diversité d'acteurs, parce que d'un côté, ce sont les acteurs publics, et notamment les académies, les ministères, les universités, qui sont garants, on va dire, du sérieux pédagogique des choses. Et puis de l'autre côté, ce sont les acteurs privés et technologiques qui ont les outils d'IA et les données pour pouvoir amener cette innovation. Et donc l'idée finale, c'est quoi? C'est de dire... chaque élève va pouvoir, parce qu'aujourd'hui, chaque élève a beaucoup de données sur lui, sur ce qu'il apprend, ses notes, ses exercices, ces choses comme ça, qui sont stockées dans plein d'EdTech différentes. Ouais. Donc il va pouvoir les récupérer dans un coffre-fort sécurisé. Et ensuite, dans ce coffre-fort, une IA générative de type ChatGPT, mais dans ce projet pas ChatGPT, une IA qui s'appelle Lucie, qui est une IA française, souveraine, va s'exécuter pour dire j'utilise tes données et j'utilise les données du programme. Je compare tes forces, tes faiblesses et je te génère des exercices personnalisés là-dessus. Donc ça implique, pardon, je vous coupe, mais que ces élèves et leurs enseignants utilisent déjà en classe des outils EdTech. Oui. D'accord. C'est quand même largement, majoritairement le cas, où on va aller sur l'ENT, par exemple, je vais avoir toutes mes notes. Dans Pronote, dans des choses comme ça. Je vais aller sur l'ENT, je vais avoir des contenus éducatifs avec lesquels je vais interagir. Je regarde ce contenu-là, je vais répondre à cet exercice-là. Et ça génère des données. De savoir que Philippine, elle a cliqué à ce moment-là là-dessus ou elle a mal répondu là-dessus. C'est des données qui sont intéressantes pour informer que vous êtes bonne ou moins bonne sur tel ou tel sujet. Alexandre, aujourd'hui, une initiative comme ça n'existe pas, c'est complètement nouveau. Quel regard vous portez là-dessus? J'ai une petite question, moi, sur l'IA souveraine dont vous avez parlé, Lucie. C'est une IA qui est entraînée par qui? Donc c'est un consortium aussi. Il faut savoir, l'État français a fait différents appels à projets, il y a maintenant un an et demi, pour financer des communs numériques sur les IA génératives, c'est-à-dire des IA open source, souveraines, gouvernées ensemble face à des IA propriétaires comme OpenAI ou ouvertes mais censurées par le gouvernement chinois comme DeepSeek dont on entend récemment, de l'avoir français. Et donc c'est un consortium, c'est un autre consortium là, qui est porté par une entreprise qui s'appelle l'Inagora, qui est un des leaders dans l'open source français, et qui a sorti ce premier modèle qui s'appelle Lucie, et qui sera utilisé dans ce projet. Et les différents tests sont en cours pour comparer avec l'AMA, pour améliorer, mais donc c'est une IA, c'est un modèle de langage comme les autres. L'idée, c'est que chaque élève a des métadatas, en gros, propres à chacun, et de réutiliser ça dans des modèles d'IA génératifs pour venir les personnaliser pour chaque élève, c'est ça? C'est ça, pour venir personnaliser les résultats, l'output de l'IA générative qui est l'exercice. Je veux un exercice sur les maths. Oui, c'est pour progresser. C'est pour progresser, c'est ça, et que ce soit plus personnalisé en fonction de mon niveau. Mais ça, c'est l'objectif final général. Un des grands axes du projet, c'est comment on permet ça de façon éthique, sécurisée et encadrée. Parce que les exercices qui vont être générés, ils doivent être conformes au programme. C'est exactement ce que j'allais vous demander. Comment vous en assurez? Parce que plus ils sont personnalisés, plus le risque aussi, c'est justement que les programmes, on s'en éloigne. C'est ça. Et donc, un des grands résultats du projet, c'est pas simplement d'utiliser l'IAG, c'est de développer soit ces garde-fous, soit ces briques complémentaires qui vont comparer les résultats au programme et qui vont pouvoir un peu en temps réel identifier une hallucination, corriger les choses et permettre le cadre qui permet l'adoption de l'IA. Et la confiance qui permet de l'adoption de l'IA sur ces questions d'hallucination, mais aussi sur des questions aussi de pertinence de l'exercice. Si je fais des QCM, il faut que les autres questions aient à peu près
un sens. Oui. Si on a 4 options dont 3 sont improbables, ça n'a pas de sens. Et puis aussi sur des questions de sécurité et des données et de conformité au RGPD. Comment on s'assure que les données, elles ne sont pas réutilisées à autre chose, que chaque personne garde le contrôle. Et ça, c'est un aspect très important du projet aussi, c'est que chaque élève et ses parents auront ce coffre-fort des données dont ils seront seuls maîtres et responsables. Et chaque élève va pouvoir à la fois importer ces données de sources tierces en exerçant ses droits RGPD et aussi être informé et consentir à la réutilisation de ces données. Bon, sachant que Mathias, vous les données, vous connaissez avec Vision, c'est au cœur justement de ce que vous faites avec votre entreprise. Malgré tout, l'actualité ne cesse aussi de mettre en lumière un décalage générationnel sur l'intelligence artificielle entre les élèves qui semblent de plus en plus et même très à l'aise avec l'IA et des enseignants qui découvrent pour beaucoup son usage ou son potentiel. Comment vous estimez ou vous pensez pouvoir combler ce fossé générationnel ? En effet, il y a des chiffres qu'à peu près 80%, je pense, des élèves ont déjà utilisé l'IAG contre peut-être 7-8% des enseignants. C'est pour ça que il y a l'aspect technologique et tout l'aspect de confiance du projet, mais il y a aussi l'aspect d'accompagnement, d'expérimentation, de formation et d'adoption. Et donc, dans le consortium, il y a un certain nombre d'acteurs privés. C'est mené par VitaScience, qui est une EdTech, Tralalaire, ClassCode, qui porte dans le domaine de l'éducation Lucie, d'autres EdTech, mais aussi des académies. La région académique du Grand Est et Aix-Marseille. Puis aussi Rennes, l'académie de Rennes qui est intéressée. Et ces académies, eh bien, elles sont justement là pour amener les professeurs, former les professeurs à les outils, faire en sorte que les retours des professeurs, les contenus des professeurs soient pris en compte dans cette IA, et puis ensuite aussi l'amener aux élèves dans un cadre sécurisé et de confiance. Donc aujourd'hui, ces échanges entre le secteur associatif, privé et notamment public, ils se passent bien. C'est vrai que régulièrement, je vous pose la question parce qu'on reçoit les acteurs EdTech quotidiennement dans l'émission, et ils sont quand même un certain nombre à nous dire que c'est compliqué d'échanger avec le ministère, avec les académies. Les choses se détendent. Malgré tout, ça reste parfois, et pour une grande partie d'entre eux, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent, un parcours du combattant. C'est compliqué, les choses évoluent. On ne peut pas faire sans l'un ou l'autre. Donc il faut dans tous les cas avoir le public et le privé, un espace d'échange humain, mais aussi un espace d'échange de données. Et c'est ce que nous on permet dans le consortium, c'est cet espace commun. Ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'en effet, on va avoir des appels à projets qui favorisent ces innovations et ces expérimentations. Ouais. Et donc ça, c'est bien, et généralement, cette phase-là marche bien. Là où ça pèse, généralement, c'est l'étape d'après, qui est celle de la commande publique, où on va dire, bon, on a fait une première expérimentation, maintenant on veut le déployer, on va passer à l'achat, et là, c'est souvent... Il n'y a plus de budget, ou les projets meurent, ou on ne donne pas suite, ou l'acteur public va dire je vais le faire tout seul, ou je vais le faire avec un acteur américain. Et là, je pense qu'il y a une sorte d'axe stratégique à avoir, de dire comment, une fois qu'on passe la phase de R&D, on soutient nos innovations par de la commande publique. Et si on regarde Apple, Microsoft, Tesla, Google, je prends un exemple dans l'éducation, Apple, comment ils sont passés à l'échelle, ils ont réussi à conquérir le monde ensuite, c'est qu'ils vendaient quelques milliers d'ordinateurs depuis un garage, et puis l'État californien a passé une commande pour que tous les élèves californiens aient un Mac. Et ça booste l'entreprise. Il faut la même logique chez nous, de dire on finance d'un côté via la BPI, la R&D, super, on fait l'expérimentation, ça marche, et maintenant il faut passer à l'échelle, faisons de la commande publique, et je pense que là il y a des progrès à faire sur cet aspect stratégique-là. Pour que les innovations françaises, notamment dans le secteur de l'éducation, restent françaises avant de partir à l'étranger. Ce que je vous propose, en tout cas, Mathias, c'est de continuer à en parler dans un instant. Oui, d'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le ZAP, et c'est l'œil de Jean Martineau.
Allez, on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Mathias de Bièvre. Avant justement de reprendre nos discussions, Mathias, on va laisser place d'abord à la chronique d'Alexandre Azria qui a une idée derrière la tech. Alexandre, avec vous, aujourd'hui nous allons parler d'une annonce fracassante dans le monde de la tech. Justement, SoftBank, le géant japonais, promet un investissement colossal de 100 milliards de dollars, rien que ça aux États-Unis. Qu'est-ce qui se cache derrière cet investissement record ? Alors oui, c'est une annonce assez inédite. SoftBank, dirigé par le milliardaire japonais Masayoshi Son, s'apprête à investir 100 milliards de dollars aux États-Unis dans les technologies liées à l'intelligence artificielle, justement. Il s'agit d'un plan d'investissement gigantesque qui montre à quel point la course à l'intelligence artificielle s'intensifie. Cet argent, il ne sera pas uniquement injecté dans des startups, mais aussi dans les infrastructures nécessaires à l'intelligence artificielle, comme par exemple les data centers ou encore les puces, on pense ici à Nvidia. Donc voilà, ce sera un panel de pas mal de choses. Bon, 100 milliards, effectivement, c'est énorme, mais pourquoi justement son fondateur mise-t-il autant sur l'intelligence artificielle ? Alors, ce milliardaire japonais est un visionnaire, voire un fou obsédé de l'IA. Il est convaincu qu'on est au bord d'une révolution majeure et je vous partage aussi cette opinion. Selon lui, l'intelligence artificielle va transformer absolument tous les secteurs, la santé, la finance, la logistique et autres. Dans ses discours récents d'ailleurs, il a comparé l'IA à une nouvelle ère industrielle, un peu comme on a eu avant avec le pétrole ou encore l'Internet. Donc son objectif à lui, il est très très clair là. Il veut que SoftBank soit à la pointe de cette révolution et les États-Unis, comme souvent avec des acteurs comme OpenAI, Nvidia ou autres, sont le terrain de jeu idéal pour ces investisseurs qui cherchent des investissements toujours plus conséquent. Alors vous mentionnez effectivement OpenAI, Alexandre. Est-ce que cet investissement pourrait concerner directement des entreprises comme OpenAI ? Oui, alors c'est très probable. On a des rumeurs persistantes selon lesquelles SoftBank chercherait à accroître sa participation dans OpenAI. On a d'ailleurs OpenAI qui a récemment ouvert la porte à ça en faisant ce qu'on appelle une offre publique d'achat d'actions qui sont détenues par des employés ou des investisseurs existants d'OpenAI actuellement. SoftBank pourrait donc potentiellement profiter de cette opportunité-là pour devenir un acteur clé de l'écosystème OpenAI. Et au-delà d'OpenAI d'ailleurs, SoftBank pourrait aussi investir massivement dans des fabricants de puces comme Nvidia qui sont essentiels pour faire tourner les modèles d'intelligence artificielle. Alors il y a quand même une question qu'il faut que je vous pose. Pourquoi cet investissement il cible plus particulièrement les États-Unis et pas le Japon par exemple ou d'autres régions du monde ? Effectivement, il est japonais, mais là les États-Unis sont clairement le leader mondial de l'IA. La majorité des grandes avancées dans ce domaine-là viennent de la Silicon Valley, comme on le sait tous. Donc SoftBank veut être au cœur de cet écosystème. Il y a aussi une dimension politique. Masayoshi Son a annoncé cet investissement à un moment clé juste avant la présidence de Donald Trump qui pousse lui pour un rapatriement des investissements étrangers sur le sol américain, comme par hasard. Donc cet investissement est donc aussi un moyen pour SoftBank de se positionner comme un partenaire stratégique des États-Unis dans la compétition mondiale pour ce qu'on pourrait appeler ici la suprématie technologique. Alors quel secteur pourrait bénéficier de cet investissement de 100 milliards de dollars ? Alors l'intelligence artificielle c'est sûr, mais plus précisément les semi-conducteurs. Là on pense actuellement aux pénuries qu'on a, donc investir dans des fabricants comme Nvidia ou AMD, ça peut se révéler être une bonne option. On a aussi le cloud ou la robotique et surtout les biotechnologies, donc l'IA appliquée à la santé et à la découverte de nouveaux médicaments. C'est un secteur qui attire de plus en plus l'attention des investisseurs et qui va, je pense, faire beaucoup parler dans les mois à venir. Bon, SoftBank, ils ont eu des déboires aussi financiers il y a quelques mois, quelques années. Vous avez une bonne mémoire. On a le fonds qui s'appelait le Vision Fund de SoftBank qui avait investi dans WeWork, donc qui s'est révélé être un désastre financier pour Masayoshi Son, mais il semble avoir tiré les leçons de cet investissement et là il veut se concentrer sur des entreprises déjà leaders de leur marché, notamment donc comme on l'a dit sur l'IA et non plus sur des startups à haut risque comme il le faisait à l'époque. Ce plan est donc beaucoup plus structuré et beaucoup plus réaliste que ce qu'il avait fait auparavant. Selon vous, Alexandre, est-ce que cet investissement il pourrait justement influencer d'une manière ou d'une autre la concurrence mondiale dans le domaine de l'intelligence artificielle ? Oui, absolument. Absolument. La Chine investit massivement dans l'IA. L'Europe commence un peu à se réveiller sur le sujet, mais avec 100 milliards de dollars, je ne sais pas si on se rend bien compte ici de ce que c'est, les États-Unis prennent une avance considérable. C'est plus seulement une course technologique, mais ça reste aussi, et c'est surtout une course géopolitique. Ouais. Donc les gouvernements du monde entier vont regarder cet investissement de très près, car c'est celui aussi qui contrôlera l'intelligence artificielle dans le futur, qui contrôlera
d'une certaine façon une petite partie de l'économie mondiale. Une petite partie, effectivement. La bataille de l'IA s'intensifie et SoftBank semble bien décidé, en tout cas, à jouer un rôle de premier plan. Merci beaucoup, Alexandre. On en ferait des choses, hein, Mathias, avec 100 milliards de dollars dans le secteur de l'éducation et de l'IA. Bon, justement, on va continuer à en parler avec vous. C'est le budget de l'éducation en France. Eh ben voilà. Bon, on a encore un peu de boulot. Allez, on lance ensemble la deuxième partie du talk. Et donc, toujours avec vous, on va échanger, Mathias de Bièvre. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Vision et membre de ce consortium, donc OpenAid IAG, juste avant la chronique d'Alexandre Azria. En première partie d'émission, vous nous parliez justement de ces acteurs. On a parlé des acteurs privés, publics, associatifs, qui se sont tous mis ensemble autour de la table, notamment des académies, et qui échangent avec vous sur ces sujets d'intelligence artificielle et de personnalisation de l'apprentissage des enfants. Il y a quand même une question qu'on se pose, justement en parlant avec Alexandre de ces 100 milliards de dollars qui arrivent aux États-Unis sur l'intelligence artificielle. Qui va payer ces développements-là auxquels vous réfléchissez? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Donc, recentrons ce qu'on finance, là, et ce qu'on construit, avant de parler de qui le finance. Comme je disais tout à l'heure, pour que ces technologies soient adoptées, il faut un certain nombre de garde-fous et de briques de confiance. Donc la capacité pour les gens de contrôler les données, de les récupérer, les aspects de cybersécurité et les briques qui gèrent ça, les aspects qui vérifient les hallucinations, etc. Le projet il vise à développer des briques open source, des communs numériques. Aujourd'hui, il y a certains acteurs publics et privés autour de la table, certaines EdTech, certaines académies, et c'est très bien, c'est déjà un consortium puissant. Mais demain, ces briques, elles sont ouvertes, elles sont open source. Et donc, n'importe quel acteur qui veut mettre en œuvre ce type d'innovation et ce type de personnalisation peut les reprendre et brancher ses propres systèmes, ses propres données. Donc, c'est vraiment un projet de commun numérique, au sens propre du terme. Donc, on met en commun pour la filière des briques dont tout le monde a besoin, comme on met en commun dans notre société les routes, les trucs comme ça. Ouais. Et ensuite, il y a une association qui s'appelle Prometheus X, qui regroupe une bonne partie de la filière, qui gouverne ces communs. Donc maintenant, on a déposé un dossier pour cofinancer en fait le développement de ces communs auprès de la BPI, qui a fait des appels à projets. On a passé une première phase, la BPI je trouve ça très intéressant, et on est dans la phase un peu plus de négociation, plus précise sur l'euro prêt, qu'est-ce qui va être fait, etc. Mais voilà, j'ai bon espoir que ça aille au bout. Maintenant, c'est cofinancé, c'est-à-dire que c'est 50% qui vient de l'État, et dans ces 50%, il y a 50%, donc 25% du total qui est une subvention et l'autre qui est un prêt. D'accord. Et le reste des 50% est financé par les membres du consortium. Vous travaillez notamment avec une association comme EdTech France, par exemple, oui, bien sûr. Qui représente bien sûr. Le secteur. Ils font partie de ce consortium? Indirectement, c'est-à-dire que tous les membres privés sont membres de EdTech France. Et comme je vous ai dit, il y a cette association Prometheus X qui est vraiment dédiée à la gouvernance des communs numériques sur l'éducation et sur ce partage de données et sur l'IA. Et EdTech France fait partie de cette association pour garantir les intérêts de la filière et puis aussi diffuser les résultats et assurer que ça reste commun. Selon vous, jusqu'où devrait aller, Mathias, l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'éducation? Est-ce qu'il y a une limite à ne pas franchir? Oui, probablement. Après, je pense qu'avant de se poser cette question, on peut déjà pas mal l'intégrer avant de se dire où on doit s'arrêter. Il y a des règlements. Il y a des règlements, il y a l'IACT qui pose un certain cadre de qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, quelles limites on doit mettre, quels recours on doit mettre, et notamment, et c'est quelque chose qui date même du RGPD, de dire quand il y a une décision automatique qui est prise, eh bien il faut que la personne puisse avoir un recours et puisse même s'opposer à une décision automatique de l'IA, mais requérir que ce soit un humain qui prenne la décision. Ouais. Donc je donne un exemple, mais si demain il y a des processus qui disent on décide automatiquement si tu as ton bac ou pas, ou si tu as un emploi ou pas, que là déjà ce soit informé pour la personne, que ce soit transparent, qu'elle puisse avoir recours, etc. Mais tout ça, j'ai envie de dire,
Et dans le concept déjà prévu par la loi, je pense qu'on a beaucoup plus à gagner, à largement utiliser ça et dans tous les aspects de l'éducation et à utiliser ça pour accélérer que de trop se limiter déjà à présent sur les éventuelles limites qu'on devrait poser. Parce que ce que j'entends là dans ce que vous me dites, c'est plutôt une vision très ouverte, quelque part, de l'intelligence artificielle dans l'éducation, presque même américaine, dans le sens où en France, et souvent d'ailleurs les acteurs qui viennent sur ce plateau nous disent, en France, en termes d'intelligence artificielle, on nous freine, parce que justement, il y a le RGPD, parce qu'on met des lois, et du coup, ça freine l'innovation. Alors, non, j'ai donné la mauvaise impression. C'est le cœur du projet. Pour que l'intelligence artificielle soit non seulement adoptée, mais aussi porte les bons fruits, il faut un certain nombre de garde-fous. Il faut que les gens puissent contrôler leurs données. Il faut que les gens puissent savoir à quoi elles sont utilisées. Et puis, il faut qu'ils puissent exercer leurs droits. Et il faut aussi qu'on ait des moyens d'audit de ces intelligences artificielles pour savoir ce qu'elles sortent, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il y a une validation pédagogique de ça. Et si on n'a pas tout ça, elle ne sera jamais adoptée, elle ne portera jamais ses fruits, ou elle enfermera les gens, ou elle fera n'importe quoi. Simplement, le projet, il vise à dire, aujourd'hui, si on prend le RGPD, je prends notre exemple de règlement, aujourd'hui, il y a la plupart de la conformité RGPD, c'est de dire, ah oui, tu peux écrire un mail à un DPO pour récupérer tes données ou pour exercer tes droits. Personne ne fait ça, c'est pas efficace, les choses sont pas vraiment appliquées. Nous, ce qu'on dit, c'est, prenons la loi, l'IA Act, c'est obligation, le RGPD, créons des technologies qui permettent d'automatiquement l'implémenter, donc automatiquement vérifier si une IA hallucine, automatiquement exercer ses droits, automatiquement prévenir la personne. Et grâce à ces technologies intégrées avec l'IA, eh ben, on arrive à avoir une IA qui justement est européenne et qui a l'avantage du coup tout de suite d'être au service de chacun, au service de nos idéaux, conforme à nos programmes, mais aussi nous, on ne se prive pas de l'utiliser parce qu'on n'a pas les moyens d'appliquer le règlement. Et donc c'est les deux faces de la même médaille, on utilise le règlement comme une opportunité pour plus rapidement faire adopter ces intelligences artificielles. Très rapidement, Mathias, quand est-ce qu'on pourrait voir ce projet mis en œuvre dans les salles de classe? Alors, nous, si tout se passe bien avec ces discussions de la BPI, on table sur un début de projet, on va dire réalistiquement en septembre 2025. D'accord. Et puis ensuite, il y a une phase de développement, de première expérimentation. Donc, peut-être qu'à la rentrée 2026, il y aura des premiers tests avec les académies que j'ai mentionnées, si tout va bien. Bon, en tout cas, ce que je vous propose, c'est de revenir justement nous en parler à ce moment-là. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Vision et membre de ce consortium, donc OpenAid IAG. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Alexandre Azria, d'avoir été notre chroniqueur aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis comme tous les jours, dès demain, toujours à 12h30 et toujours sur School TV, on se donne rendez-vous et d'ici là, prenez bien soin de vous.